Bonjour à tous. Je fais une petite parenthèse avant que vous commenciez à visionner ce webinaire-là. En fait, nous avons procédé à un réenregistrement audio dans les premières minutes de ce webinaire parce que dans la présentation initiale, on a rencontré quelques problèmes techniques. Donc, il se peut qu'il y ait un décalage entre l'audio et les images que vous allez voir. Donc, bienvenue à ce webinaire-ci qui est ce que votre revue savante doit afficher en ligne, information et politique. Le webinaire fait partie de la série de webinaires de guides et gabarits pour les revues savantes qui est organisée par le pôle bibliothèque du réseau CIRCE. On a préparé ce webinaire-là en compagnie de Mathieu Pigeon de l'Université de Montréal, qui n'est pas là présentement, mais qui nous a aidé à monter la présentation. Il y a aussi ma collègue Édith Robert et moi-même, Nadia Zurek. Je suis bibliothécaire en soutien à la recherche à l'UQTR et je m'occupe entre autres des dossiers de soutien pour nos revues savantes. Et Edith fait sensiblement la même chose du côté de l'UQAM. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas les détails, par exemple, des critères du DOAJ, mais on va essayer de vous donner différentes suggestions, différentes bonnes pratiques pour que votre site web de revue soit le plus clair possible. Donc, on sait que les revues sont dans différentes situations, donc c'est des recommandations qu'on vous fait, mais il y a une certaine flexibilité qu'il faut garder aussi. Donc, peut-être que votre revue, selon son contexte, ne pourra pas utiliser cette recommandation-là. Donc, on aimerait aussi que les questions soient gardées pour la fin et on pourra évidemment faire un suivi après la présentation, donc par courriel aux revues qui se seront inscrites notamment. Mais on ne pourra pas non plus répondre nécessairement à toutes les questions durant le webinaire, mais on va tenter d'y répondre au meilleur de nos connaissances. Donc, voici le plan de la rencontre. Premièrement, on va parler des bonnes pratiques de façon plus générale. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le contenu d'un site web de revue avec les différents éléments qu'on peut y retrouver dans le site web. Et ensuite, on va terminer par des ressources. Donc, premièrement, on va parler des bonnes pratiques en général. Donc, en vue d'améliorer la candidature de la revue pour globalement, là, une indexation, par exemple, dans le DOAJ, dans le Web of Science ou pour une indexation dans Scopus, faut respecter ces bonnes pratiques-là. Donc, c'est un peu la base, si on veut. La première pratique, c'est vraiment la question de la sécurité. Il faut donc utiliser un protocole HTTPS et toute redirection du site, donc quand on va, par exemple, avoir des liens vers d'autres sites, il faut s'assurer que ce soit sur un autre site qui soit sécurisé également vers un protocole HTTPS, donc un site web sécuritaire. En gros, si vous utilisez la plateforme OJS de votre institution, habituellement, vous devriez être correct au niveau de ce protocole-là. Ensuite, pour que la revue, le site web de la revue soit crédible, au niveau des bonnes pratiques, bien évidemment, on parle de transparence et de clarté. En gros, on veut éviter que les visiteurs du site web aient des questions sans réponse. Donc, il faut que les informations soient claires et transparentes. Bien sûr, il n'y a pas de façon unique pour créer un site web pour que ce soit évident pour tout le monde. Là, c'est vraiment un art de créer un site web très bien fait. Mais on peut se casser la tête des fois à savoir qu'est-ce qu'on met dans quelle section, etc. Comme je dis, il n'y a pas une seule façon de faire, mais ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire des petits tests peut-être avec, par exemple, des personnes qui ne connaîtraient pas nécessairement votre revue et vous allez leur dire, ben, naviguez sur mon site web et essayez de trouver la réponse à certaines questions. Par exemple, quelle licence est attribuée aux articles? Où est indexée la revue? Sur quelle plateforme sont archivés les articles, etc. Donc, des questions comme ça où les personnes qui ne connaîtraient pas votre revue pourraient justement naviguer sur votre site web et voir si c'est facile de s'y retrouver et si l'information elle est claire. Donc, on peut garder ces petits trucs-là en tête. Ensuite, cohérence, donc c'est ultra important de s'assurer que les informations sur le site web sont les mêmes que celles sur la page de la revue sur Érudit. Donc, c'est une question de mise à jour de l'information, une question d'exactitude, de précision. Donc, si vous avez des informations qui ne sont pas cohérentes, qui sont contradictoires, des fois on a vu ça aussi, ça mine vraiment la crédibilité là, pour une indexation, par exemple dans le DOAJ.
Faut avoir une structure logique aussi, donc ça vient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire ça va être beaucoup plus simple là, si l'information est clairement vérifiable. Donc, on pense aux gens du DOAJ, par exemple, qui doivent valider les critères de ce répertoire-là. C'est toujours intéressant d'avoir les informations de façon logique. Ensuite, la mise en valeur. Donc, quand vous mettez en valeur votre revue sur votre site web, essayez de mettre de l'avant des informations qui ont une certaine valeur ajoutée. Et par là, on parle des expertises, des impacts, des activités connexes, de l'indexation, etc. Il faut qu'il y ait une réelle pertinence à mettre l'information sur le site web. Donc, par exemple, si on parle d'une équipe le comité scientifique de 2003, est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre cette information-là? On peut se poser la question. Donc, c'est le genre de mise en valeur là, qu'on veut. On veut vraiment que ce soit... parce qu'on ne veut pas non plus surcharger un site Internet. Là, on veut vraiment un site web, on veut vraiment l'épurer, mais que ce soit vraiment pertinent. Donc, posez-vous ces questions. Donc, autre question qu'on se pose souvent, c'est quel site principal choisir pour ceux qui vont appliquer là, pour leur candidature pour le DOAJ. Donc, le DOAJ, je me permets une petite parenthèse, là, ça concerne peut-être pas toutes les revues, mais celles qui ont été notamment là, financées par le FRQ. La revue doit soumettre sa candidature pour le DOAJ d'ici, je pense, 2028 ou 2029. Donc, le DOAJ, c'est le Directory of Open en fait de revues en libre accès et donc ça donne beaucoup de visibilité et ce répertoire-là a différents critères auxquels faut répondre pour pouvoir y être indexé. Donc, notamment, quand on soumet la candidature au DOAJ, il faut choisir un site principal pour que les personnes qui vont évaluer notre candidature puissent s'y référer. Il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question-là, mais l'important, comme un peu je l'ai mentionné tout à l'heure, mais les informations doivent être présentes sur au moins un site. Donc, on doit rassembler les informations dans au moins un site, mais on peut quand même avoir des renvois là, vers d'autres sections, d'autres pages web dans un autre site, par exemple. Mais il faut qu'au sein de la même page web, si c'est la page érudit, par exemple, ou au sein du même site, il faut qu'il y ait toutes les informations présentes. On suggère d'utiliser Érudit puisque Érudit fournit les DOI pour les revues qui sont sur Érudit. Mais si vous avez, par exemple, un attachement à votre site web de revue, par exemple, si le site web est vraiment intégré à votre association savante ou peu importe, ou qui est vraiment juste très bien fait, puis que vous avez vraiment investi sur le visuel du site web, par exemple, il n'y a pas de problème à utiliser ce site web-là. La question qu'il faut se poser, c'est vraiment pour les informations autant sur Érudit que sur le site web que vous avez choisi. Donc, choisir la page Érudit, c'est un peu l'évidence, mais c'est possible de choisir aussi votre autre site. L'important, c'est vraiment que toutes les informations doivent être les mêmes partout, comme je l'ai répété. Donc, essayez de voir à quel point c'est facile, justement, que l'information soit la même partout, à savoir est-ce que ça va être trop d'investissement, si vous avez plusieurs sites, par exemple, un site OJS, un site plus vraiment pour la visibilité et un site, la page érudit, ça fait 3 sites à maintenir à jour, parfois dans plusieurs langues aussi. Donc, il faut quand même se poser la question à savoir si ça vaut l'effort d'investir la mise à jour d'un site au complet. Donc, on peut essayer de se restreindre à simplement la page érudit, par exemple, et le site web OJS, que vous allez en faire aussi votre site web principal, par exemple. Pour les autres sites que le site principal, on recommande d'avoir au minimum ces informations-là, donc afin que les autres sites web que vous avez ne soient pas des coquilles vides. Il faut minimalement ces informations-là, c'est-à-dire une brève description de la revue qui inclut l'ISSN, les thématiques, le public cible, le statut de libre accès, les licences d'utilisation et le type d'évaluation par les pairs. Le lien, évidemment, vers le site principal pour avoir plus d'informations, les coordonnées générales de la revue
et un lien vers les directives aux auteurs et aux autrices sur le site principal. Donc, au moins rediriger là, pour que les auteurs puissent savoir quelles sont les consignes pour envoyer leur manuscrit et toute information spécifique qui ne peut pas figurer sur le site web principal. Donc, si vous avez, par exemple, des, des blogs ou des choses comme ça qui seraient un peu moins pertinents sur le site principal, vous pourriez mettre les informations là-dedans. Ensuite, un peu comme je mentionnais tout à l'heure, il faut vraiment réfléchir à l'information sur plusieurs sites en même temps et en plusieurs langues. Donc, des fois, c'est des petites informations qui vont changer, mais il faut vraiment s'assurer que ce soit cohérent. Nadia, Ensuite, ça va mieux. Oui, excuse-moi, je t'interromps. Il y a encore des petites coupures. Alors, peut-être que tu pourrais essayer d'éteindre ta caméra juste pour voir si, parfait. si ça peut. Merci. Ça va peut-être aider. Parfait, merci. Désolée encore, là. C'est très rare que ça m'arrive, en fait. Au niveau du contenu du site web, on a différentes grandes catégories, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas coulé dans le béton, dans le sens que vous pouvez faire articuler certaines informations dans différentes sections. Vous pouvez avoir quelques redondances, là, sans que ce soit trop redondant non plus et trop lourd. Mais cela dit, c'est à peu près là, ce qu'il faut retrouver minimalement sur le site web de revue. Donc, je vais commencer par la description de la revue. Donc, évidemment, ça va de soi, il faut qu'il y ait quelque part dans le site web une description de la revue avec ces informations-là. Donc, c'est pas obligé qu'elle se retrouve absolument toutes dans la page d'accueil, par exemple, mais il faut que ce soit facilement retrouvable comme information. Par exemple, le nom de la revue, ça va de soi, mais le type de revue aussi et le type de libre accès. Par exemple, est-ce que c'est une revue scientifique ou une revue savante en libre accès diamant? Ça vaut la peine de le mentionner, même dans une phrase, là, la description sommaire, là, c'est vraiment, ça peut être utile de le mentionner directement. Ça met déjà la table sur le type de revue sur votre type de revue. Pour le type de contenu aussi, donc c'est important d'avoir cette information-là, par exemple les types d'articles qui sont acceptés. L'ISSN qui va être clair, donc si vous en avez deux, par exemple, vraiment distinguer celui de l'imprimé et du numérique. La mission également, la portée et le lectorat ciblé, c'est quand même quelque chose qui est important, notamment dans les critères du DOAJ, là. Donc, quel type de lectorat vous ciblez. L'historique de publication, donc, ou historique de la revue dans ces brèves lignes. Par exemple, indiquer depuis quand la revue est en libre accès, ça serait une bonne façon de faire. Donc, simplement, par exemple, pour les organismes subventionnaires qui exigent que la revue ait été en libre accès depuis telle date, mais c'est en fait, c'est simplement un moyen plus transparent d'indiquer cette information-là dans votre site web. La fréquence de publication, donc à la limite même votre calendrier de publication, si vous le souhaitez, là, ça permet d'avoir toutes les informations de façon très transparente. Les responsables de la revue et leurs affiliations. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, en fait, quand vous mentionnez ça? Ça permet d'ajouter un peu la crédibilité à votre revue. Donc, pour vous distinguer des revues prédatrices qui n'auraient, par exemple, pas de responsables affiliés à des institutions, ça permet justement de vous distinguer de ces revues-là. Et évidemment, les sources de financement et vos partenaires, c'est important de le trouver quelque part dans le site web. Pour l'indexation, donc que ce soit, comme je disais, sur la page un peu plus, sur la page principale ou ailleurs dans votre site web, c'est important de mettre les endroits ou les bases de données où votre revue est indexée, mais ne conservez que les bases de données pertinentes. Et pour ça, contactez votre bibliothécaire aussi si vous voulez potentiellement être indexé dans d'autres bases de données. En fait, pourquoi? Parce que simplement, j'ai vu souvent des sites où c'est écrit que la revue, elle est indexée dans Google Scholar, dans ISSN Portal, etc., etc. Mais sachez qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à dire que notre revue, elle est indexée dans Google Scholar parce que Google Scholar, c'est
Google Scholar, c'est une base de données qui va, avec des robots, moissonner tout ce qu'il y a sur le web et qui aurait, par exemple, un DOI, qui aurait des informations qui ressembleraient à du contenu savant, du contenu scientifique. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée vraiment à dire que votre revue est dans Google Scholar, c'est comme évident en fait là. Même chose pour ISSN Portal. ISSN Portal, c'est simplement le répertoire des revues qui ont un ISSN. Donc, si vous avez un ISSN, c'est sûr que votre revue se retrouve là-dedans. Ça sert à quoi de le mentionner? C'est vraiment de l'information superflue. Même chose pour le reste. Entre autres repères, là, c'est une base de données qui n'existe plus. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu la pertinence d'aller vraiment mettre à jour cette liste-là. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Là. Souvent, c'est un peu hérité là, de plusieurs années. Là. Notre revue hérite de cette liste-là, mais demandez à votre bibliothécaire simplement qu'elle passe au travers de cette liste-là. Et là, si par exemple, dans votre description de revue, vous dites que votre revue est indexée dans des bases de données comme Academic Search Premier, des bases de données comme les bases de données de, je sais pas, d'autres bases de données plus spécifiques à votre domaine, là, PsycInfo, des choses comme ça, ben, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant au niveau de la mise en valeur de votre revue. Voilà. Ensuite, la liste des membres du comité éditorial et du comité scientifique. Et là-dessus, justement, la recommandation qu'on a à vous donner, c'est vraiment de ne conserver que ceux de la dernière année, par exemple, ou des années récentes. Il faut évidemment leur nom et leur affiliation institutionnelle, un peu pour la même raison que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire pour vous distinguer des revues prédatrices. Et elle doit être à jour. Donc, c'est pour ça que la liste plus récente du comité scientifique, par exemple, pourrait être plus importante. C'est de faire un peu l'équilibre entre l'idée de remercier aussi les gens qui ont déjà fait partie du comité scientifique. Donc, trouver l'équilibre entre ces remerciements-là et la mise à jour pour avoir une information exacte de qui fait partie du comité scientifique actuellement. Une petite parenthèse, dans les critères du DOAJ, il y a une question d'endogénéité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver plus que 20 ou 25 d'articles qui ont été écrits par les membres même de la revue, soit du comité éditorial ou du comité scientifique. Donc ce que les évaluateurs du DOAJ font, c'est qu'ils vont sur votre site web et ils font une recherche des noms des gens qui ont écrit les articles. Et si les noms sont les mêmes que ceux dans le comité scientifique, parce que vous avez vraiment une liste très longue de noms de vos des anciennes listes, des vieilles listes du comité scientifique, par exemple, à ce moment-là, ils vont trouver que il y a plus de chances finalement qu'ils retrouvent les mêmes noms. Donc, il faut faire simplement attention à ça. Donc, soyez plutôt à jour là, dans ces informations-là. Ensuite, la question des coordonnées, donc les coordonnées de la revue elle-même, donc soit les noms des personnes responsables. Écrivez aussi une adresse courriel et, par exemple, l'adresse générique, mais des adresses civiques complètes aussi. C'est une méthode, là, quand on est bibliothécaire, souvent on utilise justement cette information-là pour vérifier si une revue est une revue prédatrice ou non. Donc, c'est absolument important d'avoir une adresse civique, par exemple, liée à un institut ou une institution, carrément. Donc, je vais laisser la parole à Edith en espérant que le son ne coupe pas non plus. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je poursuis avec d'autres éléments qu'on doit, qui est bien, en fait, comme disait Nadia, là, de retrouver sur le site web d'une revue. Donc, on appelait ça les processus. Donc, si on peut s'imaginer un site web là, avec des onglets, donc on aurait, mettons, description de la revue. Ensuite, processus. Quand on parle de processus, généralement, pour une revue savante, il y a deux processus. Dont elles doivent faire mention. Donc, le premier, c'est le processus de soumission d'article. Donc, si moi, je suis un auteur et que je suis intéressée à écrire un article dans votre revue, il faut que je puisse aller voir qu'est-ce que vous demandez. Donc, généralement, sur cette page-là, l'information qu'on va retrouver, c'est l'instruction aux auteurs. Donc là, des fois, on va voir instruction aux auteurs, puis ça va être un document Word qui va être
insérer là, puis il va y avoir une description. Des fois, ça va être juste écrit sur le web, mais ce qu'on dit, c'est si vous utilisez, si vous avez deux sites, si vous avez un site érudit puis un site de votre revue, de mettre sur le site érudit juste le lien, de ne pas détailler cette information-là, parce que érudit, c'est vraiment la plateforme de diffusion du contenu, là, c'est pas nécessairement une bonne pratique que d'aller dans ces détails-là sur Érudit. Donc, ce que vous devez mettre, par contre, puis là, ça recoupe un peu ce que Nadia disait, c'est, vous devez expliquer quel type d'article vous acceptez. Vous acceptez des articles, scientifiques, des fois, ça va être des comptes rendus de lecture, des fois, on voit, des articles de données de recherche, en tout cas, il y a toute une liste d'articles selon votre discipline que vous pouvez accepter. Ou si vous acceptez des articles écrits par des étudiants, de plus en plus, on voit ça. Ensuite, pour les personnes autrices, spécifiées, qui vous spécifient, pardon, quand ils vous soumettent l'article, l'ordre dans lequel vous voulez que les noms apparaissent. Pour ça, selon la discipline aussi, il y a des standards là, qui existent donc on sait que, par exemple, la façon de mettre le premier auteur dans certaines disciplines, c'est plus important. Dans d'autres disciplines, le dernier auteur va être le directeur du laboratoire, mais son nom va apparaître en dernier. Donc, des fois, il y a des particularités propres aux disciplines qui font en sorte que l'ordre va différer. Il y a des outils pour, si vous voulez vous informer vos auteurs de la façon dont vous procédez. Il y a une norme qui s'appelle la norme Crédit, qui généralement est utilisée pour définir ce que vous entendez par auteur. Parce que dans certaines disciplines, un auteur, c'est vraiment la personne qui a écrit, mettons notamment en sciences sociales, mais dans d'autres disciplines, mettons en sciences de la santé, des fois, juste le fait d'avoir contribué à l'obtention d'une subvention pour la recherche va faire en sorte que la personne peut se qualifier comme auteur. Donc, en tout cas, il y a des normes qui existent dans ce sens-là, mais là, ce que vous devez retenir de ce que je viens de dire, c'est que pensez-y si vous voulez procéder d'une certaine façon. Vous donnez vos consignes. Donc, l'ordre, l'information sur l'affiliation encore, puis de plus en plus maintenant, on voit le numéro ArcID. Nadia va vous montrer un exemple tantôt là, à côté des auteurs. Puis, on tend à penser que ça va être une pratique qui va être encouragée là, dans les prochaines années, notamment par les bailleurs de fonds. Ensuite, il y a souvent une section sur les consignes de rédaction. Ça, c'est comme plus classique, là, mais la police, le nombre de mots, l'écriture épicène, comment vous voulez que votre article soit rédigé. Puis, finalement, les consignes concernant la bibliographie et les références. Est-ce que vous voulez, des fois, on voit ça, là, que la bibliographie doit être... la bibliographie et les références doivent être dans des documents à part, parce que des fois, les gens vont commencer par regarder la bibliographie et tout ça. Fait que, en tout cas, c'est à vous de voir, mais ça, c'est pour le processus de soumission d'articles et d'instruction aux auteurs. Si tu peux changer de diapo, Nadia, s'il te plaît. Puis finalement, l'autre processus qu'on voit souvent, c'est le type de révision par les pairs. Donc là, vous expliquez un petit peu plus en détail c'est quoi votre processus de révision, donc aveugle, double aveugle. Une autre chose aussi qu'on voit souvent, c'est que parfois, il y a des numéros thématiques dans les revues. Puis, mettons, quand c'est un numéro thématique, ça va être une personne qui ne sera pas nécessairement le rédacteur. Ça va être comme un genre de rédacteur en chef invité, si on veut, qui va s'occuper de diriger un numéro. Puis, voilà. Puis bon, des fois, ça arrive moins dans la francophonie, mais mettons dans plus les revues anglophones. Des fois, mettons pour le DOAJ, c'est quelque chose qui surveille un peu la façon dont les numéros thématiques ont été gérés, juste pour s'assurer, là, je vais dire ça d'une manière un peu grossière, là, mais que la direction, mettons, de ce numéro spécifique-là, fait pas juste en sorte de faire écrire des gens qu'elles connaissent. Donc, juste expliquer que si dans votre revue, il y a des numéros thématiques, que les critères d'évaluation sont les mêmes pour les numéros thématiques que pour les numéros traditionnels de la revue, puis que c'est toujours le rédacteur en chef de la revue, dans le fond, qui va avoir le dernier mot. Donc, pas nécessairement le rédacteur invité. Ensuite, parfois, ce qu'on voit, c'est encore une fois un document Word où est-ce qu'on fournit un gabarit pour l'évaluation des articles. Si vous voulez fournir ça à vos auteurs, ça peut être déjà dans les processus, un formulaire qui n'est pas nécessairement complété, évidemment, mais pour donner une idée. Après, des fois, on dit avoir une réflexion sur la façon de remercier les réviseurs, parce qu'on sait que les réviseurs, les évaluateurs, c'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps. Puis, des fois, je sais qu'il y a des revues, mettons, qui vont dire, ah ben, si vous avez contribué à la révision, on va vous donner un numéro, là, notamment si la revue n'est pas en libre accès. Mais sinon, vous allez avoir le PowerPoint après, mais il existe aussi ce qu'on appelle la Peer Review Week aux États-Unis, qui est une semaine qui est organisée pour toutes les personnes qui font des évaluations de revue ou est-ce qu'il y a des activités. On n'a pas encore l'équivalent au Québec, là, mais en tout cas, ça peut donner une idée de comment on peut remercier nos évaluateurs.
Puis ensuite, aussi inscrire le délai de publication et pourcentage d'acceptation en moyenne, dans le sens où souvent on va avoir le chiffre du moment où est-ce que la personne a soumis son article, le processus de révision, combien de temps ça prend, et d'acceptation, à peu près combien de temps ça prend de le faire. Puis aussi, le pourcentage d'acceptation, c'est le nombre d'articles que vous recevez versus ceux qui sont vraiment publiés. C'est quoi le pourcentage? C'est aussi pour montrer que c'est un petit peu compétitif, on va dire, de publier dans votre revue, puis que c'est ça, que c'est assez rigoureux. Puis Nadia elle a mentionné à plusieurs reprises que généralement, nous, les bibliothécaires, on fait parfois des analyses de revues pour des professeurs qui doutent avoir publié dans des revues prédatrices. Ça, c'est généralement excusez l'anglicisme, mais un red flag, là. Quand un prof nous écrit et nous dit ah, j'ai publié dans une revue, je veux publier dans une revue, je suis pas certaine que ce soit je pense que c'est peut-être une revue prédatrice, ben c'est ça. Si l'article est accepté une semaine plus tard, là, généralement, c'est très mauvais signe. Donc, parce que ça veut dire que ça n'a pas eu le temps de passer probablement par un processus de révision vraiment formel, là, parce que c'est rare les gens qui en une semaine ont le temps de faire tout ça. Donc, quelque chose à inscrire aussi dans votre processus de révision par les pairs. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Maintenant, une autre rubrique, là, si on part en description de revue, processus, maintenant, politique éditoriale. Généralement, nous autres, on suggère d'écrire les politiques éditoriales. Tu peux, donc, mettons, tu peux tout afficher, puis je vais le dire un à la suite de l'autre. Mais ça, pourquoi on demande de faire ça, ça revient un peu à ce que Nadia a dit aussi, mais c'est par principe de transparence. En fait, on veut que vous voulez que quelqu'un qui souhaite publier dans votre revue sache à quoi s'attendre. C'est quoi les règles qui vont encadrer la publication. On veut le moins possible de zones grises. Ensuite, c'est ça aussi qui permet d'assurer la crédibilité de votre revue. En fait, plus vos politiques sont claires et détaillées et plus elles sont, en tout cas, nombreuses, ça va donner plus de crédibilité à votre revue, puis ça va montrer aussi que ça respecte souvent des standards internationaux, dont ceux du DOAJ, là, qui sont souvent, il n'y a pas juste eux, mais ça guide un peu, nous, les recommandations qu'on fait. Puis finalement aussi, c'est pour être conforme à certaines normes scientifiques. Donc, pour être, oui, dans le DOAJ, mais aussi pour être indexé dans Scopus, il y a aussi, dans Scopus ou dans d'autres bases de données, on va vous demander à ce qu'il y ait certaines politiques éditoriales qui soient présentes. Donc, pour ces trois raisons-là, vous êtes mieux d'en mettre plus que pas assez, là, mais bon, l'important aussi, c'est que ça soit bien fait. Donc, parmi ces politiques, là, je vous ai mis ça sous forme de tableau. Voilà. Donc, mettons, il y a la politique, l'objectif, puis les exemples de bonnes pratiques. Je vais passer rapidement, mais vous allez avoir le PowerPoint après. Donc, souvent, on va suggérer qu'il y ait un modèle de contrat de droit d'auteur, donc pour définir, qui servent à définir la propriété intellectuelle puis les conditions de réutilisation. Donc, souvent, ça va être vous allez être un peu tenu, là, surtout si vous avez du financement ou si vos auteurs ont du financement, d'utiliser des licences ouvertes. Souvent, on va prioriser on va recommander les Creative Commons pour préciser les droits de l'auteur sur la revue. Après, vous devez avoir indiqué c'est quoi votre politique de libre accès. Donc, si le contenu est gratuit, puis quels sont les droits de réutilisation, ça revient un peu au même, mais dans le fond, il y a comme le modèle de contrat pour l'auteur, puis pour la revue, en fond. Et évidemment, s'assurer de la cohérence entre le type de libre accès et les licences. Parce que des fois, on voit ça, on voit des licences Creative Commons, mais tout droit réservé. Donc, ça ne peut pas être tout droit réservé avec une licence Creative Commons. Donc, s'assurer que le tout soit cohérent. Après, une politique de dépôt et d'auto-archivage des articles, c'est aussi important. Donc, pour favoriser le libre accès, puis maintenant aussi pour être conforme avec certains bailleurs de fonds. Là, on attend la politique de libre accès révisée du CRSH qui est supposé d'arriver en 2026. Mais c'est fortement recommandé, dans le fond, d'en faire une puis d'expliquer ce que vous autorisez. Est-ce que vous autorisez qu'il y ait des copies du manuscrit qui soient dans un dépôt institutionnel? Est-ce que vous prenez le preprint, le post-print? Donc, écrire une réflexion là-dessus sur comment vous envisagez les choses en vous basant sur les recommandations des bailleurs de fonds. Tu peux tourner, Nadia. Ah oui, merci. Après, politique de gestion des données de recherche. Là, on le voit moins, je dirais, nous, on voit moins dans les revues francophones, on voit beaucoup de ça dans les revues, mettons, plus anglophones. Mais ça dépend encore une fois de votre discipline puis de la culture des données par rapport à votre revue. Mais des fois, il va y avoir des revues qui exigent en fait qu'il y ait un dépôt de données.
Puis, mais un exemple de bonne pratique, ça serait d'encourager la mention d'un lien vers le jeu de données lié à l'article. Donc, si jamais vous avez écrit un article et votre jeu de données est dans un dépôt Dataverse, c'est juste de le dire, puis de suggérer à vos auteurs de le dire, puis d'expliquer où est-ce que ce lien-là serait disponible. Ensuite, un incontournable, une politique en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, nous autres, ce qu'on suggère, c'est de fournir des consignes pour en fait, que la revue elle-même se dote de consignes. En fond, notamment qu'elle spécifie qu'elle n'utilise pas d'outils de détection. C'est ça qui serait le préférable. Pour les auteurs, expliquer ce qu'ils doivent déclarer ou pas, si vous donnez le droit ou selon ce que vous voulez. Puis pour les réviseurs, généralement, nous, on encourage à ce que ça soit pas permis, en fait, là, que les réviseurs ne fassent pas d'utilisation de l'IA. Mais si vous faites une politique en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, donnez vos consignes pour ces trois aspects-là, dans le fond. Ensuite, politique, éthique et de plagiat. Donc, s'assurer évidemment que la revue travaille dans le respect de la conduite responsable en recherche, puis expliquer quelles seraient les sanctions si jamais vous avez un cas de fraude ou de plagiat. Pour être indexé, par exemple, dans Scopus, cette politique-là, c'est celle qui demande vraiment de fournir, puis elle doit aussi être traduite en anglais parce que Scopus est anglophone. Puis, finalement, c'est anglophone, vous me comprenez. Puis, enfin, une politique d'archivage de la revue, généralement, en fait, pour expliquer comment l'accès au contenu de la revue sera pérennisé. Si jamais cette revue-là n'est plus en fonction, d'expliquer que ça va toujours être possible de la retrouver dans le fond. Puis, c'est quoi l'outil d'archivage? Donc, BNQ, ou sinon, ça va être souvent Portico, si vous êtes avec Érudit. Voilà, donc je crois que je repasse la parole à Nadia. Oui, merci. Pour les numéros et articles, donc si vos contenus ne sont pas encore accessibles librement, faut tout simplement, la recommandation, c'est d'être transparent, donc d'expliquer vraiment au lecteur finalement comment obtenir l'accès aux différents articles et les coûts s'il y a lieu. Donc, tout simplement d'être transparent. Si la revue est sur Érudit, idéalement, dans votre site web, vous mettez le DOI et non le PDF. La raison pour laquelle on ne mettrait pas le PDF directement dans le site web de la revue, c'est simplement pour centraliser les statistiques. Donc, vous l'avez peut-être expérimenté si vous avez fait des demandes de subvention. Là, on cherche à savoir c'est quoi l'utilisation de notre site web, etc., ou des articles du moins, donc les consultations, le nombre de consultations, par exemple. Quand c'est sur Érudit, c'est sûr que là, ça va être tout centralisé sur Érudit. Donc, ça va être plus facile d'obtenir les statistiques d'utilisation. Si la revue n'est pas sur Érudit, donc votre seul site web, ou un des principaux, ça serait vraiment le site web qui est par exemple sur OJS. C'est important de ne pas mettre juste un gros PDF qui rassemble tous les articles. Vous pouvez le faire, vous pouvez en mettre un PDF incluant tous les articles, mais mettez également les articles séparés dans votre site web, justement pour voir la granularité. Puis c'est plus facile, en fait, pour les lecteurs de s'y retrouver, tout simplement. C'est moins lourd à télécharger, etc. Dans tous les cas, il faut vraiment intégrer la licence que vous choisissez dans chaque article. Donc, on ne peut pas dire, justement, un gros PDF avec tous les articles connectés, puis on dit, c'est la licence CC BY pour tout. Vaut mieux faire chacun des articles séparés et intégrer la licence dans chacun des articles. Dans OJS, ça se présente comme ça. Si vous n'avez pas OJS, c'est une bonne pratique quand même à adopter. Donc, de montrer les métadonnées quand on accède à votre site web, de montrer ces métadonnées-là minimales, donc le titre, le résumé, les mots-clés et leur traduction idéalement, surtout si vous visez à être indexé dans, justement, on parlait tout à l'heure de Scopus, là, par exemple. Donc, c'est ça, les noms des auteurs, leur adresse courriel, idéalement, ou au moins, peut-être leur affiliation, ça serait aussi très bien. Et au moins, donc, l'adresse courriel de l'auteur de correspondance, c'est un minimum. Idéalement, les identifiants ORCID des auteurs, comme on le voit là, dans la saisie d'écran, donc il y a vraiment le petit logo ORCID ou ORCID qu'on voit donc ici sous les auteurs. Dans OJS, il existe un plugin
qui permet l'envoi de courriels automatiques pour l'approbation de l'auteur à mettre son ORCID justement dans le site web. Donc, ça peut être quand même intéressant là, d'utiliser ça. C'est une fonctionnalité interopérable assez intéressante. Et aussi, donc, la date de publication de l'article et non la date nécessairement du numéro, là, mais vraiment la date à laquelle l'article a été publié et la licence. Donc, toutes ces informations-là seraient affichées dans la section, entre guillemets, numéro et article là, de votre site web, bien que ça peut se retrouver ailleurs, là, mais en général, on veut vraiment que chaque article ait ces informations-là. Ensuite, activité et promotion. Donc, je vais pas ratisser très large, là, je vais me concentrer sur la question de la publicité et de l'impact. Donc, pour la publicité, il n'y a aucune publicité intrusive qui est permise sur Érudit. Donc, par publicité intrusive, on veut dire la publicité qui n'a pas été comme demandée par le lecteur puis qui se fait happer par des informations non souhaitées, là, si on veut. Par contre, vous pouvez quand même permettre là, dans votre revue d'avoir de la publicité. Par contre, si vous le faites, si vous permettez, si vous acceptez les publicités, il faut que vous ayez dans votre site web une politique publicitaire claire. Et par politique de publicitaire claire, je veux dire par là que la revue, par exemple, doit déclarer quel type de publicité est accepté, qui prend la décision concernant l'acceptation des publicités. Est-ce que les publicités vont être affichées en fonction du contenu ou ça va être aléatoire, par exemple? J'ai une petite citation ici d'un document qui a été traduit par Érudit et qui explique essentiellement les bonnes pratiques visées par le DOAJ. Donc, les publicités ne doivent en aucun cas interférer avec la prise de décision éditoriale et les espaces publicitaires doivent être séparés du contenu des articles. Donc, c'est un peu ce qu'on veut dire par aucune publicité intrusive sur Érudit. Donc, je trouvais que la citation représentait bien la chose. Au niveau de l'impact, maintenant, selon le DOAJ, en fait, on peut mettre des données d'impact, mais on doit ne mettre que les métriques les plus connues. Donc, des métriques un peu trop, en fait, pas connues par personne. On va se dire, ben, est-ce que c'est la revue qui a inventé ces métriques elle-même pour se mettre en valeur? Donc, c'est un peu ça, d'y aller vers les plus connus. Cela dit, vous êtes peut-être au courant que plusieurs universités, plusieurs organismes subventionnaires ont signé la DORA. La DORA, c'est une déclaration sur l'évaluation de la recherche. Et dans cette déclaration-là, on dit justement que, notamment les éditeurs, mais toutes les parties impliquées dans le monde de la recherche, devraient justement ne pas faire reposer la qualité de la recherche sur des indicateurs comme le facteur d'impact et l'indice H. Donc, on essaie en général de ne pas faire reposer la qualité justement de la revue uniquement sur un indicateur. Donc, soit on essaie d'en utiliser plusieurs, soit on essaie d'utiliser des métriques qu'on appelle alternatives. Donc, par métrique alternative, qu'est-ce qu'on veut dire? On a, par exemple, des retombées autres. Donc, par exemple, votre visibilité médiatique. Donc, est-ce que la revue a été reprise là, dans les médias pour la mettre en valeur? Est-ce que certains articles ont été cités dans des politiques publiques, par exemple? C'est ce genre d'informations qui peuvent être intéressantes à apporter pour montrer l'impact de votre revue. Que vous le mettiez dans votre site web ou non, donc si vous n'avez pas tant de citations intéressantes dans les politiques ou que vous n'avez pas eu une visibilité médiatique assez importante à vos yeux, ben c'est pas nécessaire de le mettre, mais c'est juste des idées qu'on vous donne pour pouvoir mettre en valeur votre revue. Et à cet effet-là, contactez votre bibliothécaire, surtout c'est peut-être plus votre bibliothécaire spécialisé en bibliométrie, mais qui va pouvoir vous obtenir justement différentes données à ce niveau-là. Donc, autant aussi les métriques qu'on dit plus classiques aussi. Puis, votre bibliothécaire va pouvoir vous expliquer aussi en quoi c'est intéressant ou c'est pertinent de mettre cette information-là dans votre site web. Je pense que ça fait le tour. Édith, les ressources? Oui. Donc, finalement, en terminant, avant qu'on passe aux questions, si vous en avez, vous allez recevoir cette présentation à la fin. Fait qu'on a mis comme une série de ressources dans le fond, qui expliquent un peu ce qu'on vient de dire, là. Mais donc, la première, c'est un modèle de site web pour les revues savantes que mon collègue Alexandre Godin et moi-même, on a fait. Puis là, si vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir un peu ce qu'on vient de dire, là, mais sous forme de site web. Fait que ça peut peut-être vous inspirer pour savoir quoi écrire. Ah, merci, ouais.
quoi écrire où. Donc, tu sais, vous voyez les onglets en haut, là. Ça, c'est dans les politiques éditoriales. Euh, voilà. Donc, c'est ça. Si tu peux revenir à Circé. Après, on a une liste de contrôle qui est aussi sur le site web, mais qui est aussi, dans le fond, juste vous assurer que vous pouvez regarder ça puis vous assurer que sur votre site, ces éléments-là sont présents. On pense, là, parce que comme Nadia l'a dit, là, ce webinaire-là, ça s'inscrit dans la série Gabarit, fait qu'on va travailler là-dessus, là, probablement début janvier, puis vous fournir une liste. Ça va peut-être être sur le site de Circé, là, je ne sais pas trop encore exactement, mais juste vous fournir une liste un peu à cocher, là, en fond, pour dire, OK, oui, sur mon site, j'ai cette information, j'ai cette information, j'ai cette information. Puis, comme Nadia, elle l'a répété plusieurs fois, mais c'est aussi toute la question des mises à jour. C'est quand même assez important parce que des fois, quand c'est le moment de le faire, le site, tu sais, là, on passe du temps là-dessus, puis après, des fois, on oublie d'aller faire les mises à jour. Puis, il faut tout le temps, c'est ça, s'assurer que l'information, si elle se retrouve à deux endroits, qu'elle soit cohérente. Donc, gardez-vous toujours du temps pour faire ça quand vous occupez d'une revue. Après, on a les ressources vers Open Journal System, là, donc OJS, qui est une plateforme qui permet de gérer le flux éditorial. Parmi vous, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent, mais sur leur site, ils ont beaucoup d'informations sur comment paramétrer OJS pour que ça soit pour que ce soit plus facile. Puis, comme vous savez, quand vous avez un compte OJS, ça vient avec un site web. Donc, aussi, il y a de l'information là-dessus là, pour savoir comment le paramétrer. Après, un document sur transparence et bonne pratique pour le DOAJ qui reprend un peu aussi ce qu'on a dit, là, en fond. Oups, ah oui. Qui reprend un peu ce qu'on a dit sur l'information qui doit être le titre de la revue, le site web. Là, on était spécifique sur le site web, là, mais ce qui vous guide, dans le fond, dans la manière de gérer, de coordonner votre revue puis votre équipe éditoriale. Puis finalement, il y a le toolkit de Diamas. Diamas qui est un peu, comment dire, c'est comme un réseau européen, en fait, mais aussi qui s'occupe d'encadrer puis de professionnaliser la communication savante et de fournir les bonnes pratiques. Donc, eux aussi, il y a des standards qui ressemblent vraiment à ce que nous, on vient d'expliquer, là, mais c'est un autre endroit où aller voir ou un autre réseau à suivre aussi là, quand on est en communication savante puis qu'on travaille avec les revues. C'est bien de savoir un peu qu'est-ce qui se passe de leur côté. Puis c'est avec Horizon Europe pour peut-être ceux qui sont familiers là, avec les types de financement. Donc voilà. Alors c'est pas mal ce qu'on avait à vous dire. Il est 11h45, fait que on peut répondre à vos questions si vous en avez pour les 15 dernières minutes. On va également arrêter l'enregistrement pour prendre vos questions. Oui.